Bonjour à toutes et à tous. Alors nous sommes absolument ravis de vous retrouver en direct du Salon de l'Agriculture pour parler formation et transition agroécologique à travers la présentation d'un ouvrage collectif paru chez Éduc'Agri Éditions en 2022. Alors cet ouvrage s'intitule « Enseigner à produire autrement, repères, démarches et outils pour former aux transitions agroécologiques ». Alors c'est le 6e ouvrage de la collection Praxis que j'ai la chance de diriger dans le cadre d'une collaboration entre Éduterra-Généry et la maison d'édition de l'enseignement agricole. Alors mon nom est Christelle Roux et je vous présente à présent mes deux collègues intervenantes. Alors bonjour Isabelle Gaborio. Bonjour Christelle. Et bonjour Béatrice Degrange. Alors vous êtes toutes deux intervenantes sur une mission d'appui à l'enseignement agricole, notamment dans le cadre du plan Enseigner à produire autrement que vous nous présenterez. Alors vous avez toutes deux contribué à cet ouvrage en tant qu'autrice. Et toi Isabelle, tu as également coordonné avec Michel Vidal l'ensemble de l'ouvrage qui a mobilisé une quinzaine d'auteurs, dont certains sont présents autour du stand. Alors ces auteurs sont des différents sites de l'Institut Agro, de la Bergerie nationale de Rambouillet et de l'ENSFEA, et ils sont tous en charge de l'appui à l'enseignement agricole. Alors, mesdames, j'ai une première série de 3 questions toutes simples. Pourquoi cet ouvrage? Dans quel contexte il s'inscrit? Et à qui il s'adresse? Oui, alors merci Christelle. Il faut effectivement, au niveau du contexte, remonter au lancement du plan Enseigner à produire autrement, qui date de 2014 maintenant, qui est en fait une traduction pour l'enseignement agricole de la loi d'orientation qui avait comme objectif d'engager les transitions vers l'agroécologie. Du coup, c'est une réforme qui questionne l'agriculture, mais bien entendu également la formation, parce qu'on ne se situe pas en fait dans l'idée de convaincre d'un modèle unique avec l'agroécologie. Et ces transitions agroécologiques, elles impliquent de repenser la formation, penser éducation, et donc ça se traduit par des transitions éducatives également. Donc pour l'enseignement agricole, c'est un énorme enjeu ambitieux. C'est aussi une occasion unique, puisqu'il s'agit de former les futurs professionnels de l'agriculture. Et dans un contexte actuel que l'on connaît bien aujourd'hui, avec des problématiques d'urgence écologique, climatique, qui concernent l'ensemble du monde agricole et rural. Du coup, on a là affaire à un plan, Enseigner à produire autrement, qui en 2014 a été plutôt très bien accueilli par l'enseignement agricole, par la communauté éducative, mais avec quand même une difficulté au démarrage de savoir comment la traduire, du fait de la difficulté de l'objet même, de comment on s'y prend pour enseigner, pour former les transitions agroécologiques. La question qui se pose, c'est celle de son opérationnalisation, sa traduction, sa mise en œuvre concrète pour les équipes, de savoir comment on s'y prend au niveau des stratégies éducatives qui seraient à développer, comment on revoit la manière de travailler ensemble au niveau des équipes entre elles, avec les jeunes, les moins jeunes, les apprenants, et avec les acteurs du territoire et les professionnels. Donc c'est un gros bouleversement, c'est des mutations importantes et qui invitent à s'interroger sur l'évolution des métiers de la formation agricole. Du coup, pour ce faire, vous avez parlé, Christelle a parlé du dispositif national d'appui qui est mobilisé et qui est constitué en fait de chargés d'ingénieurs et de chercheurs plutôt dans les sciences de l'éducation, et qui interviennent en appui à l'enseignement technique agricole pour les accompagner sur ces questions éducatives, pédagogiques et organisationnelles. Ces équipes sont rattachées à différentes structures, comme tu l'as précisé, hein, l'Institut Agro qui regroupe Dijon, Montpellier, Florac, Rennes, Angers, et puis la Bergerie nationale et l'ENSFEA. Elles partagent un socle de référence commun, mais elles ont en même temps des regards un peu croisés, des expertises propres, qui nous permettent de mieux répondre aux enjeux de l'enseignement agricole et de mieux prendre en compte les préoccupations des établissements d'enseignement technique très concrètement sur leur territoire. Qu'est-ce qu'on met en œuvre? On s'appuie beaucoup, on utilise beaucoup des modalités d'accompagnement, d'appui, d'analyse
en procédant par une construction chemin faisant avec des équipes. Donc on procède par expérimentation avec des équipes sur l'ensemble au niveau national, l'ensemble des établissements, on choisit un certain nombre d'établissements. On part souvent donc de la construction de ces actions-là, de leur analyse, de la co-analyse avec les équipes pour en produire des enseignements, construire des conceptions, une conceptualisation au regard de ce qu'ils ont, des difficultés qu'ils rencontrent à mettre en œuvre, comment on les travaille avec eux, pour donner des pistes à l'ensemble de la communauté éducative finalement, et capitaliser sur ces aspects-là. Du coup, on est plutôt dans des principes qu'on appelle de formation, recherche-action, recherche-formation. Et ce qu'on a essayé de faire là, c'est d'en capitaliser une partie, notamment sur ces expérimentations qui ont été menées entre 2014 et 2020 par différentes équipes et qui sont présentées dans cet ouvrage. Alors cet ouvrage, du coup, dedans, on y retrouve des repères théoriques et pratiques qui partent de ces expérimentations. À qui ça s'adresse ? Eh bien, ça s'adresse principalement à la communauté éducative. On va voir toutes les personnes qui s'intéressent à la formation et aux apprentissages au regard des transitions agroécologiques. Voilà, donc bien sûr les métiers de la formation, les enseignants, formateurs, mais aussi des personnes qui sont en charge d'animer sur le territoire des référents enseignants à produire autrement dans les établissements, des cordeaux de formation, des directeurs adjoints d'établissements, et puis aussi des réseaux qui travaillent au niveau régional ou national. Merci Béatrice. Alors, avant d'entrer dans le cœur du sujet, finalement, à savoir les questions de formation, j'aimerais qu'on revienne sur le titre de l'ouvrage, Enseigner à produire autrement, repères, démarches et outils pour former aux transitions agroécologiques. Donc, peux-tu nous dire rapidement, Isabelle, comment vous définissez les transitions et l'agroécologie ? Alors, pour revenir sur le titre, Christelle, nous avons effectivement choisi délibérément de parler des transitions agroécologiques et non de la transition agroécologique, dans la mesure où il n'y a pas un, mais des mondes de l'agroécologie, qui toutes ne se valent pas en termes de durabilité, notamment de rapport au vivant, mais qui en revanche, toutes se revendiquent de cette mouvance agroécologique. Ce que l'on voit au travers des différents chapitres, c'est qu'il est important que les formateurs et les enseignants d'abord se construisent ces repères pour qu'ensuite ils puissent les travailler avec leurs apprenants de manière à ce qu'eux aussi puissent choisir leur voie et leur chemin en fait, de transition. La deuxième raison pour laquelle nous avons choisi de parler des transitions agroécologiques au pluriel, c'est parce qu'on ne s'intéresse pas seulement au système productif, mais aussi aux transitions sociales, sociétales, climatiques et aux transitions du système alimentaire. Et puis, enfin, pour revenir toujours sur le titre, nous avons délibérément choisi d'utiliser le verbe « former » plutôt que « enseigner », parce que si effectivement l'enseignement agricole technique propose des formations générales, il n'en reste pas moins que ça reste avant tout un enseignement qui est professionnel. Donc un enseignement qui s'intéresse d'abord et avant tout aux métiers et à la manière dont les métiers sont impactés par ces transitions-là. Donc l'idée, c'est absolument pas de fournir aux apprenants des solutions qu'ils pourraient utiliser, des solutions qu'on va dire clés en main, mais plutôt de voir comment effectivement ils raisonnent leur pratique au regard de ces grands enjeux-là. Et donc nous, on cherche à traduire ça sur la façon dont ça peut impliquer en fait les professionnels. Alors ça pourrait paraître un détail, mais nous, ça nous paraît important, puisque dans l'enseignement agricole technique, on forme vraiment par, avec et pour les situations professionnelles. Et ce qui nous intéresse, c'est que les apprenants puissent raisonner en connaissance de causes et de conséquences. Oui, alors là, on voit bien que quand même l'enjeu est de taille. Alors concrètement, est-ce qu'il y a et quelles seraient les difficultés, les obstacles que rencontrent les équipes pédagogiques justement pour former aux transitions agroécologiques ? Alors, on peut dire déjà qu'il y a quand même, au-delà des difficultés, une pléthore de solutions qui ont été travaillées et évoquées avec les équipes. Il n'empêche qu'il y a effectivement aussi des difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Je vais en citer quelques-unes. D'abord préciser que ces difficultés, elles ne sont pas nouvelles en fait, mais qu'elles sont exacerbées en fait par la question de la formation en transition agroécologique.
Donc premier type de difficulté, on va dire, difficulté pour les enseignants à conceptualiser ce que pourrait être l'agroécologie, entre justement tous ces mouvements qui s'en revendiquent et une agroécologie plus historique, on va dire. Difficulté aussi à travailler sans doute les voies des transitions pour donner des pistes aux apprenants. Une deuxième grande difficulté relève plutôt des pratiques pédagogiques. Comment est-ce que l'on peut travailler des situations d'apprentissage qui soient réellement apprenantes pour à la fois les élèves mais aussi les apprentis et puis les stagiaires, c'est-à-dire dans lesquels ce n'est pas l'enseignant ou le formateur qui fait à la place, mais dans lesquels c'est vraiment l'apprenant qui fait des tâtonnements, qui fait des erreurs, qui rentre en enquête et qui, à partir de là, se construit aussi des concepts qui soient opératoires pour lui. Le troisième grand type de difficulté que l'on a noté, c'est la difficulté à traiter d'agroécologie, que ce soit à la fois avec les pairs, c'est-à-dire les autres collègues, les autres formateurs, mais aussi difficulté à traiter d'agroécologie avec les professionnels en fonction des territoires. Et enfin, difficulté aussi à traiter d'agroécologie avec leurs apprenants, notamment avec les plus jeunes, avec cette idée que d'une part, ils seraient peut-être réfractaires à cette question des transitions et que d'autre part, ils n'auraient pas le niveau pour accéder à la complexité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à quoi on s'est attelé. Dans tous les cas, on voit dans cet ouvrage, et ça c'est intéressant, tous les auteurs montrent en fait que pour former aux transitions, il y a deux choses qui sont menées de pair et prises en charge ensemble, qui sont à la fois les questions de citoyenneté professionnelle, mais aussi les questions de citoyenneté planétaire. Et donc on est véritablement là dans de la formation professionnelle et en même temps dans du développement de chacun des individus. Alors merci de nous avoir présenté ces difficultés. Et donc justement, je pense que l'ouvrage est construit au regard de ces difficultés. Et donc comment est-ce que vous l'avez organisé? Comment vous l'avez construit? Alors notre intention première était en fait d'articuler d'articuler dans cet ouvrage théorie et pratique pour effectivement pouvoir donner un certain nombre de repères et d'outils à la fois aux enseignants et aux formateurs. Très concrètement, la première partie donne plutôt des repères sur l'agroécologie, sur les transitions agroécologiques, sur les difficultés usuelles et ordinaires en fait, des enseignants et des formateurs pour en traiter. Les autres parties, alors les trois parties suivantes insistent sur des focales qui nous sont apparues comme autant d'enjeux très, très importants. Donc la deuxième partie, elle porte plutôt sur les manières de construire du collectif, de construire de la coopération, de la collaboration au sein des équipes pédagogiques et plus largement au sein des équipes en établissement. La troisième partie porte plutôt sur les différentes manières d'aborder la complexité des raisonnements avec les jeunes et puis aussi de réhabiliter la pensée sensible, ce qui nous est apparu un point fondamental. La quatrième partie, elle met en évidence, elle, plutôt des objets, alors des objets qu'on dirait intellectuels et des objets matériels, qui sont particulièrement porteurs d'enjeux agroécologiques et qui permettent en fait, ou facilitent en tout cas l'engagement des jeunes dans les situations d'apprentissage. Et puis enfin, la conclusion met en évidence le panel des possibles pour entrer dans ces questions de formation aux transitions agroécologiques. Et c'est la raison pour laquelle notre parti pris était véritablement d'aller chercher des auteurs avec des approches très différentes. Et c'est la raison pour laquelle on a une quinzaine d'auteurs dans cet ouvrage. Alors, tu viens de nous parler d'un premier enjeu, qui est l'enjeu autour de la coopération au sein des équipes pédagogiques. Je suis un peu surprise parce que, en fait, la coopération, le travail en équipe a bien toujours existé dans l'enseignement agricole. Béatrice? Oui, Christelle, tu as raison. Et c'est une dimension collective, de toute façon, de l'ensemble des métiers. Mais dans l'enseignement agricole, on le sait, on le dit souvent, il y a un existant là-dessus. Néanmoins, il y a une exigence de travail qui est un petit peu en équipe, qui est plus forte pour différentes raisons, pour mettre en œuvre les transitions agroécologiques et qui demande au niveau de la formation de le prendre en considération. Et ce n'est pas une évidence, bien qu'il y a des habitudes de travailler, comme on le dit, en pluri, sur des séances en pluridisciplinarité.
c'est pas que ça, c'est aussi le travail en amont et c'est aussi pas tout faire ensemble, mais pas non plus multiplier des temps de réunion qui ne sont pas possibles dans l'organisation du travail. Donc tout ça, c'est comme tu le dis, hein, ça implique davantage de se projeter collectivement dans l'avenir et de procéder par des principes de coopération au niveau des dispositifs pédagogiques. Donc là, on touche à un principe dans lequel il faut pouvoir constituer des collectifs, ce qui n'est pas évident. On passe d'individus à de personnes qui veulent travailler ensemble, qui apprennent à partager des normes et des valeurs et des objectifs communs. C'est pas toujours perçu comme une ressource parce que des fois on est habitué aussi dans ces métiers-là à travailler seul en face à face avec sa classe et être pris par son ancrage disciplinaire. Mais c'est aussi du coup l'intérêt et la vraie plus-value de ces transitions-là, de pouvoir travailler davantage au niveau des compétences, développer des compétences de communication, apprendre à débattre, à travailler ensemble, de formaliser le travail collectif parce que souvent on le fait puis après pof ça s'évanouit et on n'en garde pas trace pour la suite, de développer une éthique aussi de la coopération, de travailler plus en mode projet. Voilà. Donc la deuxième partie de l'ouvrage, elle porte sur certains de leviers, outils, démarches qui ont été mis en œuvre avec les équipes pour essayer de leur donner des repères sur comment ils peuvent s'y prendre, sachant qu'il y a plein d'expérimentations qui ont été faites avec certaines équipes là-dessus. Je peux citer par exemple comment on s'y prend collectivement en lisant ensemble un référentiel de diplôme qui a été rénové pour intégrer les transitions et l'agroécologie et le partager dès le départ pour pouvoir définir ses objectifs. C'est aussi comment mettre en place, travailler à la construction de scénarios pédagogiques en équipe interdisciplinaire, ce qui devrait se faire fréquemment, mais voilà, il faut pouvoir l'organiser quand même. Où je peux aussi prendre l'exemple d'une réflexion collective qui peut être organisée à partir de ce que serait un élève idéal typique qui s'engagerait dans les transitions agroécologiques. Voilà autant d'exemples qui sont pris que vous retrouverez dans la deuxième partie de l'ouvrage. Oui, tu fais bien de citer ces exemples parce que peut-être ce qu'on n'a pas assez dit, c'est qu'on a vraiment des exemples très concrets en réel avec des vraies équipes qui sont relatées et analysées et dont les équipes peuvent s'emparer. Alors, les équipes qui liraient l'ouvrage. Alors, une autre question j'ai entendu parler, Isabelle, tout à l'heure, tu as dit que vous cherchez à développer à la fois une pensée complexe et sensible. Alors, est-ce que c'est pas un peu exigeant, ambitieux, d'imaginer développer à la fois une pensée complexe et sensible, à la fois pour nos élèves, nos stagiaires, nos apprentis, mais également pour ceux qui les forment ? Alors, c'est vrai que la finalité peut paraître ambitieuse, mais les expériences qui sont relatées dans cet ouvrage montrent que c'est tout à fait possible, quel que soit le niveau, que l'on soit en CAPA jusqu'en BTSA, pour peu en fait que l'enseignant ou le formateur reste dans la zone de développement de ses apprenants. Il nous semble aussi qu'il ne faut pas minimiser le fait que les défis qui sont proposés par les enseignants ou par les formateurs provoquent ou en tout cas amènent beaucoup plus d'appétence aux apprenants pour les situations qui leur sont proposées et que d'autre part, elles leur donnent un petit peu à nouveau de la saveur au savoir qu'ils sont en train de construire. Alors concrètement, s'agissant de la complexité, il ne s'agit évidemment pas d'aller plonger un apprenant dans une complexité qui serait trop ardue pour lui, mais il s'agit plutôt de travailler de telle façon d'aller vers une progressivité en fait, des apprentissages et une progressivité de la complexité. Dans les différents chapitres de l'ouvrage, on voit en fait qu'il y a quand même des invariants qui traversent ces travaux qui sont proposés aux jeunes. D'une part, tous les enseignants et les formateurs partent en fait du système de connaissances de leurs apprenants, c'est-à-dire de leur représentation, ceci n'étant pas évidemment une page blanche. Les situations d'apprentissage qui sont proposées proposent un véritable défi en fait aux jeunes et leur demandent de se mettre en enquête, c'était l'appétence dont je parlais tout à l'heure. Elles permettent aux jeunes de construire ou en tout cas de reconstruire ce qu'on appelle des instruments de la pensée, c'est-à-dire des concepts qui soient opératoires pour qu'eux puissent penser les pratiques professionnelles avec lesquelles ils ont affaire. On s'aperçoit aussi que ces situations professionnelles, comme les trajectoires d'ailleurs d'agriculteurs ou de producteurs qu'ils vont rencontrer
qui sont proposées sont extrêmement variées et que ça les amène à penser aussi la complexité. Des situations qui font vraiment la part belle aux travaux collectifs, à des travaux de coopération, voire à de la collaboration, mais aussi en fait à des confrontations d'idées entre jeunes et entre moins jeunes. Et puis ce sont aussi des situations qui leur permettent d'accéder en fait à leur raisonnement et surtout d'interroger les raisonnements qui sont les leurs. Et puis d'intriquer des échelles d'espace et de temps différentes et de jouer des inférences, c'est-à-dire qu'on leur propose souvent et si, alors qu'est-ce qui pourrait se passer? Donc ça c'est vraiment pour la question de la complexité. Sur la question par contre de l'approche sensible, on sait que l'approche sensible est l'un des grands oubliés en fait de la formation en général et peut-être de la formation agricole en particulier, en tout cas de la formation professionnelle. Et en même temps on sait que cette approche sensible, émotionnelle, éthique, elle est extrêmement importante pour que le jeune se construise dans son rapport à l'autre, dans son rapport aussi au vivant et dans son rapport au non-vivant. Et donc, il nous semble qu'apprendre à mettre des mots sur ces émotions, sur cette sensibilité, sur cette créativité, apprendre à la nommer, voire apprendre aussi à l'interroger, c'est vraiment quelque chose d'important pour mieux comprendre son propre rapport au monde et pouvoir aussi éventuellement changer. Alors peut-être pas le bouleverser, mais en tout cas le changer à la marge. Alors, je crois que c'est la quatrième partie de l'ouvrage. Vous parlez, et tu l'as cité, vous parlez également d'objets qui seraient particulièrement porteurs d'enjeux agroécologiques. Alors, j'ai envie de comprendre ce que vous mettez derrière le mot objet et quels peuvent être ces objets. Béatrice ? Alors, dans cette partie-là, effectivement, déjà, il faut entendre l'objet d'une manière assez large, générique, puisqu'on a affaire autant à des objets de connaissance, des objets d'enquête, des objets de controverse, des objets d'expérience. Bref, il y a tout un tas d'objets qui sont mobilisés. Mais on voit quand même qu'il renvoie à la mobilisation de concepts, d'outils, d'objets concrets, pour à la fois questionner les pratiques enseignantes, au regard des transitions agroécologiques, pour interroger les savoirs en jeu en fait, et en même temps pour développer, s'appuyer sur des supports qui sont des prétextes, des alibis à développer des situations d'apprentissage à fort enjeu, à fort potentiel pédagogique. Voilà. Alors on trouvera des exemples vraiment sur les objets, par exemple des objets qui sont matérialisés par le maïs population dans un cas, qui est conçu comme un objet intermédiaire pour permettre à des équipes de travailler à l'hybridation des savoirs entre eux et avec leur environnement, le territoire. Voilà. Et on a un autre exemple où, par exemple, le glyphosate devient aussi un objet pédagogique territorialisé pour construire une situation d'apprentissage et permettre à l'équipe, aux enseignants ensemble, d'orienter leur action et de donner du sens. Donc, derrière, alors avec ces objets, on a différentes démarches qui sont variées, qui sont utilisées. L'utilisation de la vidéo comme démarche d'analyse de l'activité d'apprentissage et comme outil utilisé avec les traces pour mettre en dialogue avec les élèves ce qu'ils ont pu observer dans leur activité de travail chez leur maître de stage, leur maître d'apprentissage. On a l'utilisation des principes de la démarche, de la didactique des questions socialement vives, avec des questions qu'il faut parfois refroidir, d'autres qu'il faut parfois réchauffer, parce que c'est des choses qui sont un peu complexes à mener. Donc c'est important de pouvoir le travailler en équipe pour pouvoir le travailler avec les jeunes et moins jeunes. Et puis on a d'autres exemples comme s'appuyer sur une exploitation agricole d'un établissement pour pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de réflexions, d'analyses et doter les élèves de cadres de référence qui vont leur être utiles dans leur activité, de leur futur métier. Du coup, là, on répond à une diversité d'objectifs dont Isabelle en a déjà cité un certain nombre, parce qu'on va en retrouver. Ouvrir à la complexité, progressivement, mais ouvrir à la complexité, il ne faut pas la perdre de vue, elle est importante. Ça, dans une diversité de situations professionnelles. Travailler à l'hybridation des savoirs, puisque l'agroécologie demande l'hybridation des savoirs. Éclairer des processus de décision qui peuvent être divers en fonction des agricultures et des agriculteurs, mais qui permettent aussi à des futurs professionnels de pouvoir intégrer ces questions de prise de décision et de le travailler, et s'ouvrir aussi à des approches critiques et émancipatrices. Bon, bref, on pourrait en citer d'autres,
mais voilà un certain nombre d'entre elles. En tout cas, tous ces objets ont en commun d'être porteurs d'enjeux agroécologiques. Alors, il ne s'agit pas d'objets sans penser les visées agroécologiques et d'avoir un fort potentiel d'apprentissage. Voilà, un fort potentiel d'apprentissage, ça me paraît effectivement très très important. Et puis je profite de ton propos pour faire un petit clin d'œil à notre collègue Christian Pelletier sur les objets pédagogiques territorialisés, qui est venu aussi assister à la présentation. Et je lui proposerai au moment de la conclusion de venir nous rejoindre pour se présenter. Voilà. Alors, avant tout à fait de se dire au revoir, on va conclure et j'ai une question conclusive. Finalement, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs manières de former aux fameuses transitions agroécologiques. Est-ce qu'on peut dire que ça laisse une grande marge de manœuvre à l'enseignant et aux équipes pédagogiques ? Oui, on peut dire effectivement que ça laisse cette marge de manœuvre. En fait, il serait complètement paradoxal que la formation aux transitions agroécologiques qui sont sur une éducation au choix s'inscrivent dans un cadre pédagogique restreint qui empêcherait en fait les enseignants et les formateurs d'aller sur ces marges de manœuvre-là et sur cette liberté pédagogique. Concrètement, on a plusieurs portes d'entrée qu'on a été voir. L'une des portes d'entrée qui nous est quand même spécifique, c'est bien celle du travail avec les situations professionnelles. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut rentrer directement par le travail et puis amener l'apprenant à s'interroger sur des possibles réponses à un problème professionnel qu'il va se poser et qu'il va devoir expliciter. Une autre entrée différente peut être celle des questions controversées ou bien des QSV, donc les questions socialement vives. Merci, les questions socialement vives, où on va pouvoir travailler notamment sur les jeux d'acteurs, voir comment ces jeux en fait peuvent aussi faire système et amener l'apprenant à concevoir qu'on a des jeux autour de ces questions agroécologiques. Une troisième entrée, on en parlait quand on parlait de l'objet pédagogique territorialisé, peut être d'entrée par des problématiques territoriales spécifiques à des territoires. Et dans tous les cas, ce que l'on va chercher, c'est problématiser sa pratique. C'est-à-dire de quoi ma pratique professionnelle est-elle la réponse et à quoi est-elle en train de répondre. Voilà. L'idée, c'est que finalement, les apprenants soient en capacité, au regard de leurs émotions, au regard de leur éthique, au regard de leurs valeurs, au regard des savoirs dont parlait Béatrice, hybridés, c'est-à-dire des savoirs qui peuvent être techniques, mais aussi vernaculaires, professionnels, des savoirs scientifiques, que chacun des apprenants puisse se construire sa démarche et sa voie de transition. Donc on a effectivement un panel de possibles pour rentrer dans cette question des formations à la transition agroécologique. Ces portes d'entrée, elles ne sont pas indépendantes en fait, elles peuvent tout à fait se mailler. Néanmoins, il nous apparaît important que le formateur ou l'enseignant ait quand même en vue l'une des priorités qui lui paraît la meilleure au regard de son contexte et au regard de ses apprenants. Et puis qu'ensuite, il puisse caler sa posture, qu'elle soit celle d'un animateur ou qu'elle soit celle d'un accompagnateur, en fait, sur ce qu'il cherche à faire et sur cette entrée qu'il s'est choisie et qui correspond aux problèmes qui sont les leurs au niveau local. Vraiment un grand merci à vous deux. J'appelle Christian à nous rejoindre pour se dire au revoir. Voilà, un des 15 auteurs de cet ouvrage. Un ouvrage qui porte sur un enjeu extrêmement important pour l'enseignement agricole et dont je vous redonne le titre et j'espère qu'on vous a donné envie de le lire. Enseigner à produire autrement, repères, démarches et outils pour former aux transitions agroécologiques chez Éduc'Agri Éditions. À bientôt. Merci à toi, Christelle. Merci.